tenions d'abord avec Claire à vous remercier d'être venus nombreux ce soir assister à cette conférence. On a un coucou au fond. Oui. Bonjour, ce sont les enfants. Voilà. Donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Claire Lecutte, qui va se présenter, qui est spécialiste dans les réflexes primitifs. Elle va nous faire partager ses connaissances et surtout sa passion. Parce que les réflexes primitifs, finalement, pour Claire, c'est devenu une passion. Voilà. On peut le dire. Oui. Voilà. Okay. Nous avons la chance de travailler avec Claire depuis quelques années maintenant, puisqu'elle forme à l'Institut Cassiopée aux réflexes primitifs. Et puis, nous avons aussi la chance de pouvoir mettre en application et voir qu'est-ce que ça va donner sur les enfants, ces fameux réflexes primitifs, puisque nous ouvrons une école Montessori en septembre 2018. Et dans le cadre de cette école, qui est en pédagogie Montessori, nous proposons de faire un bilan réflexe à chaque enfant, dès l'entrée, dès l'âge de 2 ans, pour vérifier justement où ils en sont par rapport à cela, et pour qu'ils puissent se retrouver dans cette situation, bien dans mon corps, bien dans ma tête, heureux à l'école. Cette option que nous avons prise, c'est parce que nous avons pris conscience, grâce à Claire, du fait que ces réflexes est primordial et que s'ils ne sont pas intégrés, eh bien l'enfant ne pourra pas aller dans les apprentissages fondamentaux de façon fluide et naturelle, alors qu'il est curieux de nature et qu'il a envie d'apprendre. Donc en travaillant avec ces réflexes, en préventif, on fait aussi une prévention extrêmement importante par rapport à l'échec scolaire et par rapport à une mauvaise estime de soi que l'enfant pourrait mettre en place. Et on le sait, lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, on aura par la suite une mauvaise confiance en soi, ce qui fait qu'on ne sera pas armé pour aller dans la vie, la tête haute, tranquille, et en se disant tout est possible et je peux accéder à toutes mes capacités. Alors pour comprendre pourquoi ils sont importants, pourquoi il faut les intégrer, eh bien je vais passer la parole à Claire. Merci d'être là. Tout d'abord, un grand merci à Olivier et à Sandra pour cette invitation et puis pour me permettre de partager un petit peu ce savoir avec vous tous qui êtes bien nombreux ce soir. Et puis je voudrais vraiment tirer mon chapeau à ces 2 belles personnes qui œuvrent pour le bien de tous ces enfants, également en créant cette école qui, à ma connaissance, est la seule école qui propose ce bilan réflexe à l'entrée de tous ces nouveaux élèves. Donc pour vous dire un petit peu quelques mots sur le contexte dans lequel je travaille. Donc j'accompagne depuis à peu près bientôt une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, à différents niveaux. J'accompagne maintenant des personnes de tous âges qui rencontrent des difficultés d'apprentissage au sens très très large du terme, qui rencontrent des blocages dans leur quotidien et qui souhaiteraient les dépasser pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer et s'appuyer un petit peu sur leurs ressources pour avoir accès à leur potentiel de développement et d'apprentissage. Donc ça va du bébé qui vient de naître véritablement à une personne très âgée. Et chacun, on a tous à des moments de notre existence, on a tous des désirs de dépasser et d'aller plus loin et d'avancer dans notre vie. Donc, je rencontre aussi beaucoup de jeunes qui ont des troubles d'apprentissage liés à des troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ça devient véritablement un énorme problème aujourd'hui. Et ça marque vraiment un gros changement dans l'évolution de la clientèle depuis ces 10 dernières années. À l'époque, j'avais des petits garçons de 12 ans à peu près qui arrivaient au collège, qui avaient un petit peu de difficultés de concentration, des difficultés un petit peu avec la logico-mathématique, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment des problèmes de concentration, d'hyperactivité pour les enfants et chez les adultes, énormément de burn-out qui sont extrêmement caractéristiques. Ce sont des personnes donc, qui ne savent plus se ressourcer ou s'appuyer sur leurs propres ressources ou se concentrer à l'école pour les plus jeunes. C'est également un travail qui peut s'adresser aux sportifs, qui peut s'adresser aux musiciens. Donc je travaille aussi bien avec des infirmes moteurs cérébraux qu'avec des grands sportifs ou des grands musiciens. Et on va voir que le travail
est le même à une échelle différente, mais pour toutes ces personnes, ça va être la même chose. Et on va voir qu'on est tous concernés par l'optimisation un petit peu de nos performances. Mon but, déjà, ça va être dans un premier temps de comprendre leurs troubles, d'où vient leur trouble. Ensuite, de les déculpabiliser, surtout les enfants et leurs parents. Et puis leur donner un programme de mouvement. Et ce programme de mouvement va rebooster l'accès à leur potentiel et augmenter et améliorer leur seuil de tolérance au stress. Et on va voir en quoi est-ce que le stress est un facteur fondamental dans les apprentissages aujourd'hui. Bien souvent, ces enfants sont passés entre les mains de nombreux spécialistes avant d'arriver dans mon cabinet. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes spécialistes qui connaissent ce travail qui me les envoient maintenant, et on travaille comme ça parfois en réseau avec des orthophonistes, avec des psychomotriciens, avec toutes sortes de personnes qui voient un sens à ce travail et pour qui c'est cohérent d'avoir des approches transverses. J'interviens également dans un IME expérimental pour autistes depuis 6 ans qui s'appelle Maya Autisme à Nation. Donc je me suis un petit peu spécialisée également dans les troubles du spectre autistique. Et puis, donc ça c'est pour la partie clinique. Et puis sinon, je donne énormément de formations de toutes ces techniques en France et dans tous les pays francophones, en Belgique ou au Québec également. Donc j'espère ce soir pouvoir vous apporter quelques clés pour comprendre et aborder les troubles de l'apprentissage sous un œil un petit peu nouveau. Et puis j'espère aussi pouvoir vous donner quelques petits tuyaux pour accompagner les enfants ou les personnes proches qui accompagnent votre vie ou qui croisent votre chemin. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on va un petit peu voir ce soir. Alors, il y a eu un rapport en 2012, un rapport du Haut Conseil de l'éducation qui stipulait que 40% des élèves qui sortent du CM2 sortent donc quand ils arrivent au collège, ont vraiment de graves lacunes dans leurs compétences scolaires, et avec une mise en évidence que les inégalités se forgent entre 0 et 6 ans. Donc les éducateurs ont tenté de traiter un petit peu le dilemme de l'échec scolaire en concevant toutes sortes de programmes. Il y a toujours des réformes dans les programmes, des programmes de soutien, des choses nouvelles. On va essayer ils font de leur mieux pour essayer de trouver des béquilles finalement, mais en termes de statistiques, ça ne prouve pas véritablement une grande réussite pour pallier à toutes ces difficultés. Nos statistiques, que ce soit en France ou en Belgique, sont assez mauvaises. On est vraiment les champions des inégalités scolaires, sachant que dans nos classes, grosso modo, 30% des élèves ont recours à une remédiation extérieure aujourd'hui. Donc je vais vous parler beaucoup des enfants aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on est en lien avec la scolarité, qu'on parle également, qu'on est invité à vous faire ce partage dans le contexte de l'ouverture de l'école des orchidées également. À savoir que, évidemment, mon discours n'est pas limité aux seuls enfants. Et je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination également ce soir pour transposer tous mes propos également à la sphère, à la classe d'âge adulte. Donc on va voir qu'on constate dans cette difficulté pour ces enfants qu'ils font beaucoup d'efforts, ils font trop d'efforts et ils ne savent plus se servir de leur cerveau pour apprendre de façon efficace. L'information est reçue, mais elle est très difficile à restituer ou à exprimer ou à reformuler. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas avec un matériel de base qui est le même sur le plan neurologique. Donc ça va m'amener à vous faire un petit topo sur le cerveau. Je vous rassure, ça ne va pas être une conférence en neurosciences, mais je veux quand même vous donner quelques clés, quelques pistes sur l'anatomie du cerveau et son fonctionnement de base, de façon à ce qu'au fil de la conférence, vous puissiez avoir des petits points de repère et comprendre donc ce qui va suivre. Donc,
Dans notre cerveau, on va avoir grosso modo trois aires qui vont être importantes. La partie en vert qui est là ici, qui est le châssis neural. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'est pas évident de... Je vois les personnes qui se penchent un petit peu. Donc, grosso modo, on va avoir une partie verte là qui est à l'arrière de notre cerveau, dans la nuque et un petit peu là sous la tête, qui est une partie du cerveau qui est dédiée à la survie, qui contient toutes les fonctions autonomes de survie, le rythme cardiaque, la pression artérielle, le sommeil, le filtre sensoriel. Et c'est également la zone, le placard des réflexes primitifs. C'est la seule partie qui va être bien connectée à la naissance. S'il y a des mamans qui sont ici, qui ont eu des bébés dans des maternités, vous avez peut-être constaté qu'à la naissance, le pédiatre va tester quelques réflexes chez votre bébé. Ça peut être la marche automatique, l'agrippement, des réflexes bien connus. Pourquoi est-ce que les pédiatres font ça? C'est parce que ça reflète que cette partie du cerveau est bien connectée et mature, comme elle est censée l'être à la naissance pour la survie de l'enfant. Donc c'est le placard des réflexes primitifs. On y reviendra. Donc ça, c'est la seule partie bien connectée à la naissance. Ensuite, vous avez une partie centrale, le système limbique, qui est en orange là sur ma diapositive. Très important, ce système limbique, c'est notre cerveau mammifère qui est impliqué dans la reconnaissance du langage non verbal, des intonations, les expressions faciales, la prosodie, etc. Également très impliqué dans l'évaluation du danger. C'est cette partie du cerveau qui va réagir à toutes les sources de stress et qui va générer une réaction appropriée, à savoir est-ce que je dois m'enfuir, est-ce que je dois me battre, est-ce que je dois me figer. Voilà, donc c'est ce système limbique qui en est responsable, très impliqué également dans tout ce qui est le jeu, les hormones, la mémoire également. Et donc qui sous stress nous met en mode de survie et on va voir que cette partie est fondamentale parce qu'on connaît l'importance de l'implication émotionnelle dans l'apprentissage. Je pense que tout à chacun ici, on s'est rendu compte que sous de grandes émotions, on était incapable d'intégrer certaines informations, on ne pouvait pas apprendre. Ensuite, on va avoir la partie bleutée plutôt ici, d'accord, qui va être une zone qui va produire du sens à partir de l'expérience, c'est le cortex, le néocortex, structure la plus importante en taille du cerveau et très adaptable de par la plasticité. Vous avez tous entendu parler maintenant de la plasticité neuronale, cette capacité qu'a notre cerveau à se moduler, à se transformer en fonction de chaque expérience nouvelle que nous faisons, et ça jusqu'à la fin de nos jours. Donc cette partie du cerveau, elle va nous intéresser beaucoup parce qu'elle interprète les informations sensorielles. Et elle donne du sens au monde qui nous entoure à partir de ces informations sensorielles. Et puis, on va avoir l'étage supérieur de notre cerveau, la partie avant ici, qui est le lobe préfrontal, qui est vraiment la partie rationnelle, la partie où on va anticiper, où on va juger, où on va comparer, on va être vraiment, c'est l'âge de raison, où on va vraiment développer, il y a une croissance majeure vers 7-8 ans, où on va développer ces lobes préfrontaux, c'est l'étage vraiment supérieur, et plus ils sont connectés, meilleures seront nos réactions les plus appropriées possibles à la situation dans laquelle on se situe. Voilà, donc il faut bien comprendre que donc à la naissance, on a toutes ces structures-là qui sont en place, mais elles ne sont pas encore toutes connectées les unes aux autres. Et si elles étaient connectées, si le cerveau était développé pleinement de façon optimale à la naissance, la tête serait trop grosse et ne passerait pas dans le canal utérin. Et c'est pour cela qu'on est les seuls mammifères à devoir attendre autant de temps après être arrivés sur Terre pour arriver à se mettre debout et à marcher
comme les autres mammifères, à se déplacer dans la verticalité. Donc, les autres mammifères étant plus rapidement autonomes que nous, les êtres humains, on va devoir connecter toutes ces parties du cerveau et on va voir un petit peu de quelle façon on va pouvoir le faire.